Retrouvez une méditation quotidienne gratuite sur le thème du renouveau du printemps chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Le réveil sonne et avant même d'avoir ouvert les yeux complètement, la main cherche le téléphone sur la table de nuit, dans un geste si automatique qu'on ne le remarque plus. Les doigts trouvent l'écran, le déverrouillent, et l'on n'a pas encore posé les pieds par terre que déjà le monde est devant nous. La frénésie n'est pas un état extrême, c'est un état ambiant. C'est le rythme de fond de notre époque, le tempo par défaut sur lequel nos journées se calent sans que nous l'ayons décidé. Personne ne s'est levé un matin en disant « Aujourd'hui, je vais vivre dans la frénésie ». Elle s'est installée progressivement, année après année, technologie après technologie, habitude après habitude, jusqu'à devenir le milieu même dans lequel nous vivons, travaillons, aimons et élevons nos enfants. Et c'est important de le dire dès maintenant, parce qu'il serait facile de glisser vers un discours de condamnation. Le monde moderne n'est pas l'ennemi. Il a ses beautés et ses générosités. Nous avons accès à plus de savoir, plus de liens, plus de possibilités qu'aucune génération avant nous. Les outils que nous utilisons chaque jour auraient semblé miraculeux il y a 50 ans. La question n'est pas de savoir si tout cela est mauvais. La question est plus simple et plus intime. La question est de savoir si le rythme auquel nous allons est un rythme que nous avons choisi ou un rythme qui nous a choisis. Pour comprendre comment cette frénésie s'installe, il est utile de regarder ce qui la nourrit, non pas pour accuser qui que ce soit, mais pour voir clairement ce dans quoi nous baignons. Notre époque a une particularité que les époques précédentes n'avaient pas, ou pas à ce degré. Elle fabrique de l'urgence. Non pas l'urgence réelle, celle du danger immédiat et de ce qui ne peut pas attendre, mais une urgence artificielle, produite en série, distribuée en continu, et à laquelle nous finissons par réagir avec la même intensité que si notre survie en dépendait. Chaque notification sur notre téléphone porte en elle une demande implicite de réponse immédiate. Et cette urgence fabriquée est contagieuse. Si tout le monde répond vite, alors répondre lentement devient suspect. Si tout le monde court, alors marcher devient un retard. Nous nous accélérons mutuellement, chacun ajoutant à la pression que subissent les autres dans une spirale que personne n'a voulu, mais que tout le monde entretient. La frénésie du monde extérieur ne se contente pas de nous bousculer de l'extérieur. Elle finit par s'installer à l'intérieur, elle colonise notre rythme interne. Elle reconfigure lentement, patiemment, notre rapport au temps, à l'attente, au silence, au vide. Quand nous vivons longtemps dans un environnement rapide, quelque chose change en nous. Nous devenons mal à l'aise avec la lenteur. Le silence nous inquiète. L'attente nous irrite. Le vide nous fait peur. Nous attrapons notre téléphone dès qu'un moment de rien se présente, dans une file d'attente, dans un ascenseur, au feu rouge, comme si le vide était un ennemi qu'il fallait combattre en permanence, comme si ne rien faire pendant 30 secondes était une forme de danger. Ce réflexe n'est pas de la faiblesse. Notre cerveau fait ce qu'il fait de mieux. Il s'ajuste à son environnement. Si l'environnement est rapide, le cerveau apprend à aller vite. Si l'environnement est bruyant,
le cerveau apprend à traiter du bruit. Si l'environnement produit de l'urgence en continu, le cerveau apprend à vivre en état d'urgence. Et au bout d'un moment, cet état d'urgence permanent ne nous semble plus être un état du tout. Il nous semble être la vie. C'est peut-être là que réside le piège le plus profond de la frénésie. Non pas dans ce qu'elle nous fait faire, mais dans ce qu'elle nous empêche de percevoir. Car la vie intérieure, tout ce qui constitue la texture profonde de notre existence, la réflexion, l'intuition, la créativité, le repos véritable, la connexion authentique avec les autres, tout cela a besoin de quelque chose que la frénésie ne permet pas, de l'espace. Pas de l'espace physique, même si celui-ci aide, de l'espace temporel, de l'espace mental, de l'espace entre les stimulations, entre les réponses, entre les pensées. Un espace où quelque chose peut émerger qui n'était pas programmé, pas prévu, pas sollicité. La plupart des idées qui ont changé ma vie ne sont pas venues dans l'action. Elles sont venues dans les creux, sous la douche, pendant une marche sans but, dans ce moment flottant entre le sommeil et le réveil où l'esprit est encore assez libre pour aller là où il veut, dans un silence que je n'avais pas cherché, mais qui s'était installé parce que, pour une fois, je n'avais pas rempli l'espace avant qu'il ne se forme. Ces moments ne sont pas des temps morts. Ce sont peut-être les temps les plus vivants de notre existence. Mais ils ne peuvent exister que si nous leur laissons une place. Et la frénésie, par définition, ne laisse pas de place. Elle remplit, elle comble, elle occupe. Et elle nous donne le sentiment que ce remplissage est nécessaire, que sans lui, nous serions perdus, inactifs, inutiles. Ce sentiment est partagé par tellement de gens autour de nous qu'il finit par ressembler à une vérité. Quand toute une société croit que l'activité permanente est la norme, celui qui s'arrête se sent en faute. Pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce qu'il n'a rien fait. Et dans un monde où faire est la valeur suprême, ne rien faire ressemble à une transgression. Et pourtant, il y a quelque chose qui persiste au milieu de tout ce bruit. Quelque chose de tranquille, de patient, qui continue de battre son propre rythme malgré la pression extérieure. On pourrait l'appeler le rythme intérieur, cette cadence propre à chacun, cette manière naturelle d'avancer, de se reposer, de traiter les choses et de récupérer. Ce rythme, nous l'avons tous. Il est aussi singulier que notre visage, aussi personnel que notre voix. Certains pensent de mieux le matin, dans le silence, avant que le monde ne commence. D'autres s'éveillent vraiment en fin de journée. Certains ont besoin de longues plages de concentration suivies de longs moments de rien. D'autres fonctionnent par impulsions courtes et fréquentes. Il n'y a pas de bon rythme universel. Il y a le rythme qui nous correspond, et ce rythme, la plupart du temps, nous ne le connaissons pas. Non pas parce qu'il est caché ou inaccessible, mais parce que le bruit du monde est tellement fort qu'il le couvre, comme une musique extérieure qui jouerait si fort qu'on n'entendrait plus sa propre respiration. Comment pourrait-on connaître son rythme naturel de repos quand on n'a jamais eu l'occasion de se reposer sans culpabilité? Comment pourrait-on savoir à quelle vitesse on pense quand on n'a jamais eu le droit de penser lentement? Comment pourrait-on sentir ce qui nous nourrit vraiment quand le menu change toutes les 3 secondes et que le prochain plat arrive avant qu'on ait goûté le précédent? Retrouver ce rythme n'est pas un projet de plus à ajouter sur une liste déjà trop longue. Ce n'est pas un objectif, pas un programme en 10 étapes, pas une résolution de janvier.
c'est plutôt un retrait, et le mot mérite d'être précisé, parce qu'il ne s'agit pas d'un retrait du monde, il s'agit d'un retrait de l'automatisme. Un moment, même bref, même fragile, où l'on cesse de répondre au prochain stimulus pour se demander simplement ce que l'on ressent en ce moment. Est-ce que cette fatigue est la fatigue normale d'une journée bien vécue, ou est-ce que c'est la fatigue de quelqu'un qui court depuis trop longtemps sans savoir vers quoi? Est-ce que cette vitesse est la mienne? Est-ce que je l'ai choisie? Ou est-ce que je suis emporté par un courant que je n'ai même pas remarqué? Ces questions ne demandent pas de grandes réponses. Elles demandent seulement d'être posées de temps en temps, avec sincérité. Et le simple fait de les poser crée déjà un espace, un petit espace, fragile, temporaire, mais réel. Un espace où le rythme intérieur peut se faire entendre, ne serait-ce qu'un instant avant que le bruit ne reprenne. Il est important de dire aussi que retrouver son rythme ne signifie pas tout ralentir. Ce malentendu est fréquent et il est un obstacle parce qu'il rend l'idée impraticable pour la plupart d'entre nous. Nous avons des emplois, des responsabilités, des enfants, des engagements pris envers d'autres personnes. Nous ne pouvons pas décréter que désormais nous irons lentement et ignorer tout le reste. La vie moderne a ses contraintes, et ces contraintes sont réelles, et il n'y a aucune sagesse à faire semblant qu'elles n'existent pas. Ce qui est possible, en revanche, c'est de choisir. Choisir où ralentir et où la vitesse est acceptable. Choisir quels moments protéger de la frénésie et quels moments peuvent la supporter. Un repas avec quelqu'un qu'on aime mérite notre temps et notre présence entière et notre attention non partagée. Une conversation importante mérite qu'on y soit vraiment, pas à moitié, pas avec un œil sur l'écran. Une marche dont le but n'est pas d'arriver quelque part mérite qu'on ne se presse pas, qu'on laisse le pas trouver son allure, qu'on laisse le regard se poser où il veut. 1 heure le soir, seul, sans écran, sans sollicitation, sans rien à produire ni à consommer. Cette heure-là mérite d'exister, même si rien de visible n'en sort. D'autres choses peuvent aller vite, et tant mieux. Les tâches administratives, les déplacements fonctionnels, les échanges routiniers. La vitesse n'est pas l'ennemi. La vitesse est un outil, et comme tout outil, elle est au service de celui qui s'en sert consciemment, et au détriment de celui qui la subit sans le savoir. Ce qui pose problème, ce n'est pas d'aller vite, c'est de ne jamais aller autrement. C'est quand la vitesse cesse d'être un choix, pour devenir le seul mode disponible, que quelque chose se perd. Il y a un mot que j'aimerais poser ici, parce qu'il éclaire peut-être mieux que tous les autres la distinction dont il est question. Ce mot, c'est consentement. Vivre au rythme du monde n'est pas un problème en soi. Beaucoup de gens vivent vite et s'y retrouvent, parce que cette vitesse correspond à leur nature, à leur élan, à ce qu'ils veulent faire de leur temps. Le problème commence quand la vitesse n'est plus choisie, mais subie. Quand nous allons vite, non pas parce que c'est notre élan, mais parce que le courant nous emporte. Quand nous répondons, non pas parce que nous voulons répondre, mais parce que ne pas répondre nous fait peur. Quand nous remplissons le silence, non pas parce que nous avons quelque chose à y mettre, mais parce que le silence nous confronte à quelque chose que nous préférons ne pas voir. La frénésie consentie n'est pas de la frénésie, c'est de l'intensité. C'est un choix d'aller vite, les yeux ouverts, en sachant pourquoi, en sachant jusqu'à quand, et en sachant comment s'arrêter,
quand le moment viendra. La frénésie subie, c'est autre chose. C'est le courant qui emporte. C'est la journée qui passe sans qu'on sache où elle est allée. C'est le soir où l'on se couche avec le sentiment vague d'avoir été très occupé sans avoir vécu vraiment. Et la différence entre les deux ne se voit pas de l'extérieur. De l'extérieur, les deux personnes font les mêmes choses, au même rythme, avec la même apparence d'efficacité. La différence est intérieure, l'une sait qu'elle est dans le courant, l'autre y est sans le savoir. Et cette conscience change tout, parce que celui qui sait qu'il est dans le courant peut en sortir quand il le décide, peut s'arrêter, reprendre son souffle, regarder où il est et choisir s'il veut continuer ou changer de direction. Celui qui ne sait pas qu'il est dans le courant n'a pas cette option. Il est porté et il confond le mouvement du courant avec son propre mouvement. Peut-être que la chose la plus précieuse que nous puissions cultiver au milieu de tout ce bruit n'est pas le calme. Ce serait trop demandé et ce serait peut-être même un faux objectif, un idéal de plus à ajouter à une liste déjà trop longue, une injonction supplémentaire dans un monde qui n'en manque pas. Ce qui est à notre portée, c'est quelque chose de plus modeste et de plus puissant à la fois. La conscience d'être dans le bruit. Pas le refus du bruit, pas la fuite hors du bruit, pas la nostalgie d'un monde silencieux qui n'a probablement jamais existé. Juste la conscience, douce, régulière, patiente, que le bruit est là et que nous sommes dedans. Cette conscience ne change rien en apparence. Nous continuons à vivre dans le même monde, avec les mêmes outils, les mêmes contraintes, les mêmes journées. Mais elle change tout en profondeur parce qu'elle réintroduit un choix là où il n'y avait qu'un automatisme, parce qu'elle ouvre un espace là où tout était plein, parce qu'elle nous rend quelque chose que la frénésie nous avait pris sans que nous le sachions. La possibilité de ne pas répondre tout de suite, de ne pas courir tout de suite, de ne pas remplir tout de suite. On n'a pas besoin de méditer sur un coussin pour pratiquer cette conscience, même si la méditation peut aider. On peut la pratiquer au milieu d'une journée de travail, en remarquant soudain que nos épaules sont remontées jusqu'aux oreilles et que notre respiration est devenue superficielle. On peut la pratiquer en attrapant son téléphone pour la 10e fois en 1 heure et en se demandant juste 1 seconde si c'est vraiment nous qui l'avons voulu ou si c'est la main qui a bougé toute seule. On peut la pratiquer le soir en se posant la question la plus simple qui soit: est-ce que j'ai été là aujourd'hui ? Pas occupé, pas efficace, pas productif. Là, présent à ce qui se passait, y compris à ce qui ne se passait pas. Ces micro-moments de conscience ne sont pas spectaculaires. Ils ne produisent pas de transformation instantanée. Ils ne résolvent pas le problème de la frénésie, si tant est que la frénésie soit un problème à résoudre plutôt qu'un courant à reconnaître. Mais ils font quelque chose d'irremplaçable. Ils nous rappellent que nous existons en dehors du flux, que nous ne sommes pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous percevons, ce que nous ressentons, ce que nous choisissons de ne pas faire. Que sous le bruit du monde, quelque chose continue de battre, tranquillement, patiemment, à son propre rythme, un rythme qui nous appartient et que personne d'autre ne peut entendre à notre place. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être qu'on n'a pas besoin de tout changer pour vivre différemment. Peut-être qu'il suffit de percevoir de temps en temps cet espace entre 2 sollicitations, ce silence entre 2 bruits, ce battement entre 2 urgences.
est de s'y arrêter un instant, juste un instant, assez longtemps pour entendre ce qui bat dessous. Le monde continuera de tourner à sa vitesse. Les notifications continueront d'arriver. Les journées continueront de se remplir. Ce n'est pas le monde qui a besoin de changer pour que notre expérience se transforme. C'est notre présence au milieu de ce monde. C'est la qualité de notre attention, même quand cette attention est brève, même quand elle ne dure qu'une respiration, même quand elle est immédiatement recouverte par le bruit qui revient. Car le bruit revient toujours. Ce serait mentir que de dire le contraire. Mais la conscience aussi revient si nous l'y invitons. Et chaque retour, même bref, même imparfait, même aussitôt oublié, laisse une trace légère, presque invisible, comme le passage de l'eau sur la pierre. Mais l'eau qui revient, encore et encore, au même endroit, avec la même patience, finit par creuser quelque chose que la force brute n'aurait jamais pu entamer. Ce quelque chose n'a pas de nom. C'est peut-être simplement le sentiment de plus en plus fréquent, de plus en plus familier, qu'il y a en nous un endroit que le bruit n'atteint pas. Pas un refuge où se cacher, pas un abri où se retirer du monde. Plutôt un centre, un point d'ancrage, un lieu à partir duquel on peut regarder le mouvement sans être emporté par lui. Et depuis ce lieu, le monde ne semble plus si menaçant. La vitesse ne semble plus si inévitable. Le bruit ne semble plus si assourdissant. Non pas parce qu'il a changé, mais parce que nous avons retrouvé l'endroit en nous depuis lequel il est possible de l'entendre sans s'y perdre.